Bon. Comme je disais, notre thème s'intitule Impact des activités d'employage clandestin sur le couvert végétal dans la sous-préfecture de Morofla, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans les villages de Kwengo, Tima et Kambala. Pour mieux comprendre ce travail, un plan a été établi. Nous allons commencer par une introduction et terminerons par les conclusions qui aboutira à la perspective. En passant par la présentation de la zone d'études, le matériel et les méthodes utilisées, les résultats utilisés. En introduction, la Côte d'Ivoire a assigné depuis son indépendance la principale ressource économique issue de l'agriculture, en l'occurrence le café et le cacao, les villages et la moitié nord du pays qui constitue ou a situé notre zone d'études est aussi une zone qui est réputée pour la culture de l'anacarde, produit prisé au plan international. Mais cette zone est aussi envahie par l'activité d'employage clandestin. Et depuis plus d'une décennie dans le pays, les ressources minières ont plus value dans l'économie. Alors, les questions se posent dans la zone d'études de savoir si l'employage clandestin est à la base de la réduction des ressources forestières. On me demande est-ce que tu parles un petit peu plus fort pour vous rapprocher peut-être. Si les espaces réservés à l'exploitation agricole ne sont pas dégradés par l'employage clandestin, encore quel est l'avenir des populations qui n'ont pas l'agriculture comme principale activité? Pour répondre à cette question, l'objectif est donc d'améliorer les connaissances des impacts de l'employage clandestin sur l'exploitation agricole afin de mettre à disposition des autorités de l'emploi une meilleure gestion de la circonscription administrative. De façon spécifique, il s'agira de cartographier la dynamique de l'occupation du sol, de la zone d'études à partir d'images satellitaires de haute résolution en 2010, en 2015 et en 2020. De cartographier les zones d'employage clandestin dans le site d'études en 2020 et enfin d'évaluer l'impact des activités d'employage sur les pratiques agricoles dans le site d'études en 2020. La zone d'études, que faut-il savoir? Notre zone d'études est située dans la sous-préfecture de Morofla, dans le département de Séguéla. C'est une portion de la sous-préfecture de Morofla qui comporte 7 villages, comprise entre les longitudes 8 degrés nord et les latitudes 6 degrés nord. Sa géologie est essentiellement dominée par les granites et les schistes, avec une population de 44 821 habitants qui a pour activité principale l'élevage et l'agriculture. Pour mener notre travail à bien, quel matériel et méthode avons-nous utilisé? Comme données, nous avons essentiellement 3 données. La donnée satellitaire, qui était composée d'images PSS4 bonnes aux dates de 2015 et de 2020 et d'images réorthotailles en 2010. La donnée cartographique était essentiellement constituée de la carte administrative du département de Séguéla. Et comme données socio-économiques, les résultats des pré-enquêtes établis auprès des autorités, des communautés et des exploitants. Comme logiciel, QGIS nous a permis la réalisation des cartes, Envie le traitement des images satellitaires et Google Earth la photo-interprétation. Pour la réalisation de la dynamique de l'occupation du sol, nous avons utilisé les images satellitaires de 2010, 2015 et 2020. Normalement, nos images devraient être retraitées, mais les images en notre possession étant orthorectifiées, le principal retraitement qui ont été faits étaient la mosaïque des scènes et l'extraction de la zone d'étude via le chiffre de la zone. Puis le traitement des images a consisté au calcul des listes de végétation pour extraire les fondamentales, pour extraire les principaux types de végétation dans la zone d'étude, suivi de l'ACP des compositions colorées pour mieux discriminer les types d'occupation du sol que comporte notre zone d'étude. Puis, le choix de sites que nous avons pronostiqués a été prélevé. Nous avons prélevé 2 sites. Puis, une mission de terrain a été établie dans un premier temps pour la description des différents types d'occupation
du sol en présence et la collecte de données qui s'est faite en deux étapes. Dans un premier temps, pour valider les différents points pronostiqués et collecter d'autres points pour la validation de notre carte. L'acquisition de la légende et la classification, quant à elle, a consisté au choix des légendes des différentes classes en présence et le choix des parcelles d'entraînement pour faciliter le calcul de l'algorithme de classification, ici utiliser le minimum de distance. Quant à la validation de la classification, elle s'est faite grâce aux données de terrain recueillies pendant la mission des terrains, qui nous ont permis aussi de calculer nos matrices de progression pour extraire les indices de kappa et les précisions globales. La vectorisation se fait par l'extraction de toutes les données vecteurs suite à la validation pour réaliser nos différentes cartes d'occupation du sol. La matrice de transition a été calculée pour évaluer tous les changements qui ont eu lieu de 2010 à 2015, de 2015 à 2020 et de 2010 à 2020. Quant à la cartographie des différentes zones d'orpaillage, la photo-interprétation s'est faite par une reconnaissance visuelle des différentes zones d'orpaillage sur Google Earth à la date de 2020. Puis, une mission de terrain a été faite pour le repérage des différents sites d'orpaillage sur la zone d'étude, suivi de la pré-enquête. Pour évaluer l'impact de l'orpaillage sur les zones agricoles, nous avons regroupé toutes nos classes d'occupation du sol en trois, c'est-à-dire les sols nus, la végétation naturelle et les zones de culture par rapport au niveau d'anthropisation. Des buffers de 5 km ont été faits autour des villages présents dans la zone d'étude. Et enfin, le calcul des superficies des trois classes regroupées dans ces buffers a été établi. Quels résultats avons-nous obtenus suite à l'application de cette méthodologie? Pour la dynamique de l'occupation du sol, nous avons pu répertorier 9 types d'occupation du sol. Ce sont les sols nus, les cultures jeunes, les cultures âgées, les jeunes jachères, les savanes arborées, les savanes boisées, les savanes arbustives, les zones de culture parcourues par le feu et les zones de savane parcourues par le feu. La classification de notre image de 2020 nous a donné une précision globale de 90,82% avec un coefficient de kappa de 0,89. Les classes majoritaires lors de cette classification étaient essentiellement les savanes arbustives et les savanes arborées. De même, la classification de l'image de 2015 nous a permis d'avoir une précision globale de 93,59% avec un coefficient de kappa de 0,91. Les classes majoritaires en cette année étaient aussi la savane arbustive et les savanes arborées. Enfin, la classification de 2010 nous a donné une précision globale de 88,26% avec 0,84 comme coefficient de kappa. Et les classes majoritaires étaient essentiellement les savanes arbustives et les zones de culture parcourues par le feu. La dynamique de l'occupation du sol a été obtenue par la juxtaposition des différentes classes, des différentes images classifiées en 2010, en 2015 et en 2020. La lecture de cette dynamique nous permet d'avoir un diagramme qui nous traduit des augmentations des classes de culture jeune, de culture âgée, de savane arborée, de jeunes jachères de 2010 à 2020. Aussi, une régression des savanes arbustives, des zones de culture parcourues par le feu et des savanes boisées. Par contre, de 2010 à 2020, nous avons une stabilité des sols nus, des zones de savane parcourues par le feu. Par rapport aux différentes zones d'orpaillage, tous les points verts présents sur la carte représentent les différents sites d'orpaillage qui ont pu être répertoriés lors de notre mission de terrain, de même qu'avec la photo-interprétation. Ces points nous confirment la concordance de nos enquêtes avec notre photo-interprétation. Les images présentent ici
l'état des différents sites d'orpaillage présents dans la zone d'étude. La remarque qui a été faite est que les sites d'orpaillage se présentent comme des excavations creusées dans le sol qui s'étendent en galerie avec des profondeurs de 17 mètres minimum. Pour la répartition spatiale Quant à la répartition spatiale des zones d'orpaillage, nous a permis de voir une concentration des zones d'orpaillage autour des villages de Kwego, Bangana et Bemana. Ce graphique nous présente les taux la variation des trois classes regroupées de 2010 à 2020. Nous pouvons remarquer que le taux de culture est de 39,97%. D'abord, il faut voir que les bandes en bleu représentent les villages avec orpaillage et les bandes en orange, les villages sans orpaillage. Nous remarquons que le taux de culture dans les villages avec orpaillage est de 36,97%, tandis que dans les villages sans orpaillage, le taux de culture est de 94,60%. Les sols nus sont plus élevés dans les villages avec orpaillage que dans les villages sans orpaillage. Et la variation de végétation est liée au mouvement des cultures, puisque nous remarquons que dans les villages avec orpaillage, nous avons un taux de 61,91% contre un taux de 5,32% dans les zones sans orpaillage. Alors, face à nos résultats, quelles discussions pouvons-nous faire? Dans les villages avec orpaillage, le taux de végétation est de 61,91 contre 5,32 dans les villages sans orpaillage. Cela traduit que la perte des ressources, cela traduit que la principale source de perte de végétation est l'agriculture. Aussi, cette perte de végétation se traduit, l'impact de l'orpaillage sur la végétation est moindre parce que la recherche de l'orpaillage et les pratiques de l'orpaillage dans cette zone se font dans les galeries creusées dans le sol et non à ciel ouvert. Et les allogènes pratiquent l'agriculture et les autochtones l'orpaillage. Il faut savoir que la zone est... Les allogènes sont des agriculteurs et ce sont les autochtones qui sont venus avec la culture de l'orpaillage. Donc, on comprend directement que le couvert végétal est dégradé par l'agriculture. Aussi, il faut savoir qu'il y a une cohabitation entre l'orpaillage clandestin et l'agriculture dans notre zone d'étude. En conclusion, que retenons-nous? La classification supervisée nous a permis, par minimum de distance, a permis de discriminer 9 classes. La carte élaborée pour les 3 dates en 2010, en 2015 et en 2020 nous ont permis de relever une régression globale de certaines classes et une progression de d'autres classes. La photo-interprétation, quant à elle, et les données d'enquête associées à la mission de terrain ont permis de relever une concentration de l'orpaillage clandestin autour des villages de Kwego-Bangana et Bemana. La dynamique de l'orpaillage clandestin sur les zones d'exploitation agricole a révélé que l'orpaillage clandestin est moins responsable de la destruction du couvert végétal. Les perspectives que nous retenons comme objectif de nos travaux de thèse sont d'étendre les enquêtes socio-économiques sur un grand nombre d'échantillonnages, d'analyser les paramètres physico-chimiques des ressources en eau et les sols pour déterminer leur niveau de contamination par les substances chimiques utilisées par les orpailleurs, et enfin d'évaluer la dynamique spatio-temporelle du couvert végétal par une extension des dates des images satellitaires. Chers organisateurs, chers amis présents, ainsi qu'on fait notre présentation.